Mon nom est Linda et j'ai 32 ans. Samedi soir dernier, je me tenais au milieu de la fête de départ à la retraite de mon père, dans le club de campagne le plus exclusif de la ville, entouré de 200 des personnes les plus influentes de la ville. Tout le monde était habillé de façon élégante, en robe de créateur et en costume coûteux, tandis que je portais une simple robe noire qui soudain me semblait attirer tous les regards. Mon père venait de remercier tout le monde pour leur soutien au cours de ses 40 ans de carrière, puis ses yeux se sont posés sur moi. Les mots qui sont sortis de sa bouche ensuite allaient tout changer entre nous pour toujours. Tandis que je me tenais là, tenant ma coupe de champagne, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible après ce que j'étais sur le point de faire. Avant de poursuivre cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous vous êtes déjà senti comme le mouton noir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de vie réelle qui vous feront réfléchir à 2 fois sur la loyauté familiale. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, vous devez connaître ma famille. Les Dubois sont un nom important dans notre ville depuis 3 générations. Mon grand-père a jeté les bases avec une petite entreprise de construction qui est devenue un empire immobilier. Mon père, Robert, a eu 65 ans cette année et a passé toute sa carrière en tant que PDG de Dubois Développement, l'une des plus grandes entreprises de construction de la région. Ma mère, Marguerite, a 62 ans et a dédié sa vie à être l'épouse mondaine parfaite. Elle préside 3 organisations caritatives différentes et organise des dîners qui sont publiés dans les pages mondaines. Puis il y a mon frère aîné, Michel, qui a 35 ans et qui est tout ce que mes parents ont toujours rêvé. Il a obtenu son diplôme avec mention de la faculté de droit de la Sorbonne, a travaillé dans le cabinet le plus prestigieux du centre-ville pendant 10 ans et est récemment devenu associé. Michel a toujours été l'enfant prodige, celui qui allait reprendre sans problème l'entreprise familiale lorsque papa se retirerait. Il a épousé son amour de collège, Patricia, il y a 2 ans, et ils vivent dans un hôtel particulier à seulement 10 minutes de notre maison d'enfance. Et puis il y a moi. Dès que j'ai pu tenir un crayon, je dessinais. Tandis que Michel jouait avec des camions et parlait de construire des gratte-ciel, je passais des heures à esquisser des fleurs dans notre jardin ou à concevoir des maisons imaginaires qui ne ressemblaient en rien aux bâtiments pratiques et rentables que notre famille construisait. Quand d'autres enfants de mon âge apprenaient à faire du sport ou du piano, je suppliais pour des cours d'art. Mes parents ont accepté à contre-cœur, pensant que ce n'était qu'une phase dont je me lasserais. Mais je ne m'en suis jamais lassée. Au lycée, tandis que Michel était président du corps étudiant et capitaine de l'équipe de débat, j'étais la fille tranquille dans le coin de la salle d'art, travaillant sur des peintures jusqu'à ce que le concierge doive me chasser. Ma conseillère d'orientation m'a suggéré de postuler à des écoles d'art, mais mes parents ont clairement indiqué que ce n'était pas une option. Ils s'attendaient à ce que j'étudie le commerce ou le droit, quelque chose de pratique qui bénéficierait à l'entreprise familiale. La dispute a commencé quand j'avais 17 ans. Je voulais me spécialiser en design graphique à l'université d'État et ils voulaient que j'étudie l'administration des affaires. Après des mois d'arguments, nous sommes parvenus à un compromis. Je pouvais faire une mineure en art tant que je faisais une majeure en marketing. Ils pensaient que le marketing était suffisamment proche du domaine créatif pour me rendre heureuse, tout en étant utile pour l'entreprise. L'université a été la première fois où j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Mes cours de marketing étaient tolérables, mais mes cours d'art et de design étaient là où je prenais vie. Je passais chaque instant libre dans le laboratoire informatique à apprendre Photoshop et Illustrator, créant des designs que mes professeurs disaient prometteurs. Pendant ma 3e année, j'ai commencé à prendre des emplois de graphiste indépendante pour payer mes fournitures d'art. Ce qui a commencé comme de l'argent de poche est rapidement devenu quelque chose de plus significatif. Après l'obtention de mon diplôme, mes parents s'attendaient à ce que je vienne travailler immédiatement pour Dubois Développement. Au lieu de cela, je leur ai dit que je voulais poursuivre le design graphique professionnellement. La déception dans leurs yeux était dévastatrice, mais je ne pouvais pas me forcer à m'asseoir dans un bureau d'entreprise à vendre des bâtiments pour lesquels je n'avais aucune passion. Ils m'ont donné 1 an pour que cela me passe avant de rejoindre l'entreprise familiale. Cette année s'est transformée en 11 ans. J'ai construit une entreprise de design graphique indépendante réussie, travaillant avec des petites entreprises, des organisations à but non lucratif et des startups. Je ne gagnais pas l'argent de Dubois Développement, mais je payais mes factures et faisais un travail qui me remplissait de sens. Mes parents le toléraient, me présentant toujours comme leur fille qui fait un peu d'art à côté, lors des événements sociaux. Ils espéraient toujours que je finirais par revenir à la raison et rejoindre la firme familiale. La tension dans notre famille était toujours là, couvrant juste sous la surface. Les dîners du dimanche chez mes parents sont devenus des exercices de conversation diplomatique. Michel parlait de ses dernières affaires et acquisitions, tandis que je restais silencieuse, sachant que toute mention de mon travail serait accueillie par des sourires polis mais dédaigneux. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre famille, quelqu'un qui ne correspondait pas tout à fait au moule qu'ils avaient créé pour l'héritage des Dubois.
3 mois avant la fête de départ à la retraite de papa, tout a culminé. Il a convoqué une réunion de famille à la maison, ce qu'il ne faisait que pour des annonces importantes. Michel et moi étions assis dans le bureau de papa, entourés de récompenses et de photos documentant sa carrière réussie, pendant que maman servait du café dans sa plus belle porcelaine. Papa s'éclaircit la gorge et annonça qu'il prenait officiellement sa retraite à la fin de l'année. Le plan de transition était simple. Michel prendrait la relève en tant que PDG de Dubois Développement, et le conseil d'administration avait déjà approuvé la succession. Mais ensuite, papa s'est tourné vers moi avec ce qu'il a appelé une « opportunité excitante ». Il voulait que je rejoigne l'entreprise en tant que directrice du marketing et de la communication, supervisant toute la publicité, l'image de marque et les relations publiques de l'entreprise. Le salaire qu'il offrait était plus du double de ce que je gagnais en freelance, plus des avantages sociaux, des options d'achat d'actions et une voie claire pour finalement diriger cette division entière. C'était, à toute mesure objective, une offre incroyable. J'aurais dû être reconnaissante. J'aurais dû sauter sur l'occasion d'être enfin incluse dans l'entreprise familiale d'une manière qui utilisait mes compétences. Mais assise dans ce fauteuil en cuir, regardant les visages attentifs de ma famille, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la liberté créative que je perdrais. Le marketing de Dubois Développement était conservateur, traditionnel, axé sur l'attrait pour la richesse établie et les clients institutionnels. Il n'y aurait pas de place pour les designs innovants et colorés qui faisaient battre mon cœur. Je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour y réfléchir. Le visage de papa s'est assombri immédiatement. Du temps pour penser à quoi, Linda? C'est exactement ce pour quoi tu as travaillé. C'est du marketing. C'est créatif. Et c'est une chance d'enfin contribuer à ce que cette famille a construit. J'ai essayé d'expliquer que mon travail en freelance était épanouissant, que j'avais des clients qui dépendaient de moi, que je n'étais pas sûre que la vie en entreprise était faite pour moi. Michel est intervenu, essayant de jouer les pacificateurs, suggérant que nous pourrions structurer le rôle pour permettre certains projets extérieurs. Mais papa l'a interrompu. « Tu as eu 11 ans pour jouer à l'artiste, » dit-il, sa voix devenant plus forte. « Il est temps de grandir et de prendre des responsabilités. Cette famille t'a tout donné, et tu n'as rien apporté en retour. C'est ta chance de changer ça. » Le mot « rien » m'a frappé comme un coup physique. J'ai pensé à la campagne primée que j'avais créée pour la collecte de fonds de l'hôpital pour enfants, à l'identité de marque que j'avais développée pour 3 organisations à but non lucratif différentes qui les avaient aidées à augmenter leurs dons de plus de 40%, aux petites entreprises que j'avais aidées à établir leur présence sur des marchés concurrentiels. Mais aux yeux de papa, rien de tout cela n'avait d'importance parce que cela ne bénéficiait pas directement à Dubois Développement. Je me suis levée et je leur ai dit que je ne pouvais pas accepter le poste. Le silence qui a suivi était assourdissant. La tasse de café de maman a cliqueté contre sa soucoupe quand elle l'a posée. Michel a regardé ses mains. Le visage de papa a pris plusieurs teintes de rouge avant qu'il ne parle enfin. « Tu fais une erreur, Linda. Une erreur égoïste et myope. Mais ne pense pas que tu pourras revenir en rampant quand ton petit passe-temps artistique ne paiera plus les factures. » J'ai quitté cette réunion en me sentant plus isolée de ma famille que jamais. Au cours des semaines suivantes, la maison semblait différente quand je la visitais. Les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans les pièces. Mes parents étaient civils mais froids, me traitant comme une invitée plutôt que comme leur fille. Michel a essayé de combler le fossé, m'appelant régulièrement pour voir si j'avais reconsidéré, mais même ces tentatives de réconciliation ressemblaient à une pression pour me conformer. La planification de la fête de départ à la retraite est devenue un symbole de mon statut d'étrangère. Maman a impliqué Michel dans chaque décision, du choix du lieu à la sélection du menu. Quand j'ai proposé de concevoir les invitations, elle a poliment refusé, disant qu'ils avaient déjà engagé une entreprise professionnelle. On ne m'a pas demandé de faire un discours, je n'ai pas été incluse dans le comité de planification et je n'ai même pas été consultée sur la liste des invités. 2 semaines avant la fête, j'ai reçu mon invitation officielle par la poste. Elle était adressée à Mademoiselle Linda Dubois, dans la même police impersonnelle utilisée pour tous les autres invités. Il n'y avait pas de mot personnel de maman, pas d'invitation à dîner en famille, juste l'invitation standard avec les instructions de RSVP. J'ai failli ne pas y aller. J'ai passé plusieurs nuits à regarder cette invitation, me demandant si ma présence rendrait la soirée meilleure ou pire pour toutes les personnes impliquées. Mais quelque chose en moi refusait de les laisser me rayer complètement. Malgré tout, c'était toujours le départ à la retraite de mon père, une étape importante dans sa vie dont j'avais fait partie par proximité, sinon par choix. J'ai décidé d'y assister, espérant que peut-être l'atmosphère festive adoucirait les cœurs de tout le monde, et que nous pourrions commencer à réparer les dégâts. Le matin de la fête de départ à la retraite, je suis restée devant mon placard pendant plus d'1 heure, essayant de décider quoi porter.
Chaque robe me semblait une déclaration que je n'étais pas sûre de vouloir faire. Trop formelle, et j'aurais l'air de faire trop d'efforts pour m'intégrer. Trop décontractée, et je manquerais de respect à l'occasion. J'ai finalement opté pour une simple robe noire aux lignes épurées, élégante mais pas tapac sans grave-l'œil, appropriée mais sans chercher à attirer l'attention. Le club de campagne des Cèdres s'étendait sur 200 hectares d'un paysage parfaitement entretenu avec un terrain de golf qui accueillait des tournois de la PGA et un clubhouse qui ressemblait à un manoir européen. Des voituriers en veste blanche prenaient les clés des invités arrivant en Mercedes, BMW et Tesla. Je conduisais ma modeste Honda Civic, me sentant soudainement sous-habillée malgré ma sélection de tenues soignées. À l'intérieur, la salle de bal principale avait été transformée en quelque chose d'un magazine. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur des tables drapées de nappes blanches impeccables et ornées de centres de tables floraux élaborés. Un quatuor de jazz jouait doucement dans un coin, tandis que des serveurs en uniforme noir circulaient, avec du champagne et des hors-d'œuvre sur des plateaux d'argent. J'ai reconnu la plupart des invités des années d'événements sociaux familiaux. Il y avait le juge Moreau qui avait officié le mariage de Michel, la famille Dupart qui possédait la moitié de l'immobilier du centre-ville, des membres du conseil municipal, des présidents de banques et d'autres dirigeants d'entreprises de construction. Ce sont ces personnes qui avaient construit la structure de pouvoir de notre ville, et elles semblaient toutes savoir exactement où elles appartenaient dans cette pièce. Mes parents se tenaient près de l'entrée, saluant les invités avec des sourires entraînés. Papa portait son meilleur smoking, celui qu'il gardait pour les occasions les plus importantes, tandis que maman était splendide dans une robe bleu marine qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Ils étaient dans leur élément, acceptant gracieusement les félicitations et les vœux de l'élite de la ville. Quand je me suis approchée d'eux, leurs sourires sont devenus plus forcés. Maman a embrassé ma joue et a complimenté ma robe, mais ses yeux ne m'ont pas tout à fait rencontré. Papa m'a serré la main, comme si j'étais une connaissance professionnelle plutôt que sa fille. La gêne était palpable, et je me suis rapidement excusée pour trouver ma table assignée. Je n'ai pas été surprise de découvrir que j'avais été placée à la table 12, loin de la table d'honneur où mes parents et Michel seraient assis. Mes compagnons de table étaient assez agréables, principalement des associés de mon père que j'avais rencontrés lors de précédentes fonctions. Mais la conversation semblait forcée. Ils posaient des questions polies sur mon travail, mais je pouvais dire qu'ils étaient simplement courtois. Quand j'ai mentionné le design graphique, leurs yeux se sont vitrés du même désintérêt poli que j'avais vu d'innombrables fois auparavant. Ma tante Sylvie, la sœur cadette de papa, m'a trouvée pendant le cocktail. Elle avait toujours été le membre le plus progressiste de la famille Dubois, ayant scandalisé tout le monde en devenant assistante sociale au lieu d'épouser un homme d'affaires prospère. « Tu es magnifique, chérie », a-t-elle dit en me donnant une étreinte sincère. « Comment vas-tu » J'ai apprécié son inquiétude, mais je n'étais pas prête à admettre à quel point je me sentais isolée. Nous avons discuté de son travail au refuge pour femmes victimes de violences domestiques et de mes derniers projets de design. Elle était l'un des rares membres de la famille qui semblait réellement intéressé par ma carrière, posant des questions réfléchies sur mes clients et mon processus créatif. « Tu sais » a-t-elle dit doucement, jetant un coup d'œil autour pour s'assurer que personne n'écoutait. « Ton père est fier de toi, même s'il ne sait pas comment le montrer. » Toute cette histoire de retraite le rend émotif. Il a peur de lâcher prise, et il le décharge sur tout le monde autour de lui. Je voulais la croire, mais le comportement récent de papa suggérait le contraire. Néanmoins, j'ai apprécié la tentative de Sylvie de construire des ponts, même si je n'étais pas convaincue qu'ils étaient structurellement solides. Au moment du dîner, j'observais ma famille de l'autre bout de la salle. Michel prononça un discours émouvant sur le mentorat de papa et l'héritage qu'il laissait derrière lui. Plusieurs partenaires commerciaux partagèrent des histoires sur l'intégrité et la vision de papa. Le maire lui remit une clé de la ville, reconnaissant ses contributions à la croissance et au développement de la communauté. Tout au long de la soirée, papa rayonnait de fierté et de satisfaction. C'était sa soirée, le couronnement de décennies de travail acharné et de succès. Je me sentais sincèrement heureuse pour lui malgré nos récents conflits. Quels que soient nos désaccords personnels, il avait construit quelque chose d'impressionnant et de durable. Puis ce fut au tour de papa de parler. Il s'approcha du podium avec la confiance d'un homme qui avait passé 40 ans à diriger des conseils d'administration et des chantiers de construction. Sa voix était forte et claire alors qu'il remerciait ses collègues, ses partenaires commerciaux et les leaders communautaires qu'il avait soutenus tout au long de sa carrière. Il parla des bâtiments qui resteraient des monuments à son travail, des emplois qu'il avait créés et des projets qui avaient contribué à façonner le profil de notre ville. Il remercia maman pour son soutien indéfectible et la façon élégante dont elle avait représenté le nom des Dubois dans les cercles sociaux. Il parla avec éloge de Michel, le qualifiant de futur de Dubois Développement et exprimant une confiance totale en sa capacité à diriger l'entreprise. La salle était silencieuse,
suspendu à chaque mot de la réflexion de cet homme puissant sur l'œuvre de sa vie. Je ressentais un mélange d'émotions, de la fierté pour ses réalisations, tempérée par la réalisation croissante que je pourrais ne pas être mentionné du tout dans ce résumé de son héritage. Puis ses yeux me trouvèrent de l'autre côté de la pièce. La pause ne dura que quelques secondes, mais elle me parut une éternité. Je pouvais le voir peser ses mots, décidant comment ou s'il devait reconnaître ma présence. Toute la pièce semblait sentir la tension, la conversation s'arrêtant tandis que les gens suivaient son regard jusqu'à ma table. Ce qui se passa ensuite allait se rejouer dans mon esprit pendant des mois. La voix de papa coupa le silence comme un couteau. Vous savez, j'ai eu la chance d'avoir une famille merveilleuse. Mon fils Michel m'a rendu plus fier qu'aucun père n'a le droit de l'être. Il fit une pause, ses yeux toujours rivés sur les miens. Mais ce soir, je veux aussi reconnaître ma fille, Linda. Juste un instant, j'ai ressenti une vague d'espoir. Peut-être que Sylvie avait raison. Peut-être qu'il allait surprendre tout le monde, y compris moi, avec des mots d'acceptation et d'amour. Tu es la plus grande honte de cette famille. Les mots ont frappé la pièce comme une force physique. Les conversations ne se sont pas seulement arrêtées, elles se sont évaporées. Le doux tintement découvert sur la porcelaine a cessé complètement. Même le quatuor de jazz a semblé manquer une note. 200 des personnes les plus influentes de la ville se sont retournées sur leurs chaises pour me fixer, certains avec choc, d'autres avec la curiosité morbide des témoins d'un accident de voiture. J'ai senti le sang quitter mon visage alors que tous les yeux de la pièce se concentraient sur moi. À la table d'honneur, Michel était devenu pâle, sa bouche légèrement ouverte d'incrédulité. La main de maman était pressée sur sa poitrine, son visage masqué d'horreur face à l'humiliation publique que son mari venait de déclencher. Mais papa n'avait pas fini. 11 ans, continua-t-il, sa voix gagnant en force grâce à l'attention de la foule. 11 ans que j'attends que tu grandisses et que tu apportes quelque chose de significatif à cette famille. Au lieu de cela, tu perds ton temps avec des gouaches et des jeux vidéo, pendant que ton frère construit une vraie carrière. Le silence dans la pièce était suffocant. J'entendais mon propre cœur battre dans mes oreilles alors que je restais figé sur ma chaise. Ce n'était plus seulement un désaccord familial privé. Papa avait choisi de m'humilier devant toutes les personnes importantes de notre cercle social, s'assurant que ce moment serait chuchoté dans les salles à manger des clubs de campagne pendant des mois à venir. Une partie de moi voulait s'enfoncer dans le sol et disparaître. La honte était accablante, une sensation de brûlure qui partait de ma poitrine et se propageait jusqu'à ce que tout mon corps me semble en feu. Mais en regardant les visages qui me fixaient, certains compatissants, certains moralisateurs, certains juste curieux de savoir comment ce drame familial allait se dérouler, quelque chose d'autre a commencé à monter en moi. La colère. Une colère pure et claire qui a traversé la honte et l'embarras comme une épée dans le brouillard. Je me suis levé lentement, mes jambes chancelantes, mais ma détermination se cristallisant à chaque seconde. La coupe de champagne dans ma main semblait solide et réelle, une encre dans le cauchemar surréaliste qu'était devenue cette soirée. Tous les regards dans la pièce ont suivi mon mouvement alors que je me levais de toute ma hauteur. Ma robe noire me semblait soudain une armure plutôt qu'un costume. Parfait, dis-je, ma voix portant clairement à travers la salle de bal silencieuse. Alors, effacez-moi aussi de votre testament. L'effet fut immédiat et dévastateur. Le visage de papa passa de triomphant à choqué en un battement de cœur. La coupe de champagne glissa de ses doigts, se brisant contre le sol en marbre du podium avec un bruit semblable à un coup de feu dans le silence. Des éclats de cristal se dispersèrent dans toutes les directions, et le liquide doré s'étala sur le marbre blanc comme un rayon de soleil renversé. Mais je n'avais pas terminé. 11 ans de silence poli, de fierté ravalée, de prétendre que mon travail n'avait pas d'importance, se déversèrent en un flot de mots que je ne m'étais jamais permis de prononcer. Vous voulez savoir ce que j'ai apporté à cette famille ? J'ai apporté mon silence pendant que vous avez passé 11 ans à dire à tous ceux qui voulaient l'entendre que je suis un échec. J'ai apporté ma présence à chaque dîner de famille où vous avez clairement fait savoir que mon travail ne valait rien. J'ai apporté ma patience pendant que vous avez traité ma carrière comme un passe-temps que j'aurais dû dépasser depuis longtemps. La pièce était si silencieuse. J'entendais les gens respirer. Un téléphone vibrait sur une table quelque part, mais personne ne bougeait pour y répondre. Toute l'attention était concentrée sur cette confrontation inattendue entre père et fille. J'ai construit une entreprise à partir de rien, continuai-je, ma voix devenant plus forte à chaque mot. J'ai gagné des prix pour mon travail. J'ai aidé des organisations à but non lucratif à collecter des centaines de milliers d'euros avec les campagnes que j'ai créées. J'ai donné aux petites entreprises l'image professionnelle dont elles avaient besoin pour rivaliser avec les grandes sociétés. Mais rien de tout cela n'a d'importance pour vous parce que ce n'est pas du bois développement qui est écrit sur l'entête. Michel commença à se lever,
probablement dans l'espoir d'intervenir et de sauver ce qui restait de la soirée, mais je levai la main pour l'arrêter. C'était mon moment, et j'allais le prendre. Vous savez ce qu'est la vraie honte? Ce n'est pas que j'ai choisi l'art plutôt que la construction. C'est que vous ayez passé toute ma vie d'adulte à essayer de me faire honte d'un travail qui m'apporte de la joie et aide d'autres personnes. C'est que vous préféreriez avoir une fille malheureuse travaillant dans votre entreprise plutôt qu'une fille heureuse réussissant selon ses propres termes. Papa retrouva sa voix, mais elle sortit comme un croassement. Linda, tu fais une scène. Je fais une scène. Je ris, mais il n'y avait aucun humour dans mon rire. Vous venez d'appeler votre propre fille une honte devant 200 personnes, et vous vous inquiétez de me voir faire une scène. La foule était complètement captivée. Maintenant, ce n'était plus seulement un drame familial. C'était du théâtre brut et non scénarisé, impossible de détourner le regard. Je pouvais voir des gens sortir leur téléphone, probablement en train d'enregistrer des vidéos qui seraient partagées dans les discussions de groupe avant la fin de la soirée. Voici ce qui va se passer, dis-je, levant ma coupe de champagne comme si je portais un toast. Je vais partir d'ici et je vais construire la firme de design la plus prospère que cette ville ait jamais vue. Et quand je le ferai, quand mon nom sera dans le journal pour toutes les bonnes raisons, souvenez-vous que vous avez eu la chance d'être fier de moi au lieu d'avoir honte de moi. Je vidai ma coupe de champagne d'un trait et la posai sur la table avec un claquement sec qui sembla résonner dans le silence. Félicitations pour votre retraite, papa. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous méritez. Sur ce, je me dirigeai vers la sortie, mes talons claquant sur le sol en marbre dans un rythme régulier qui sonnait comme un compte à rebours. La foule s'écarta comme la mer Rouge, créant un chemin dégagé vers la porte. Personne ne parla. Personne ne bougea pour m'arrêter. Même les serveurs s'étaient figés, des plateaux d'argent en équilibre dans leurs mains, alors qu'ils regardaient cette famille imploser en temps réel. Juste avant d'atteindre la porte, je me retournai une dernière fois. Papa était toujours debout au podium, l'air plus petit qu'il ne l'avait été quelques minutes auparavant. Maman avait le visage dans les mains. Michel me regardait avec une expression que je ne pouvais pas lire. Oh, et encore une chose, lancai-je à travers la salle de bal silencieuse. Transmettez mes salutations à l'entreprise de marketing que vous engagerez pour me remplacer. Puis je sortis dans la nuit, laissant derrière moi 40 ans d'attente familiale et m'engageant dans quelque chose d'entièrement inconnu. Je ne me souviens pas être rentré chez moi en voiture. La chose suivante que je savais, c'était que j'étais assise dans ma cuisine d'appartement à 2 heures du matin, toujours vêtue de ma robe noire, fixant mon téléphone qui s'illuminait d'appel après appel. Le nom de Michel apparaissait à l'écran encore et encore, entrecoupé d'appels de diverses tantes, oncles et amis de la famille qui avaient été témoins de l'effondrement. Je les laissais tous aller sur la messagerie vocale. L'adrénaline qui m'avait portée lors de ma confrontation avec papa s'estompait, remplacée par un sentiment de vide dans ma poitrine. Que avais-je fait? En l'espace de 5 minutes, j'avais essentiellement rompu les liens avec toute ma famille de la manière la plus publique possible. Dès le lendemain matin, tout le monde dans notre cercle social serait au courant du scandale de la famille Dubois. Mon ordinateur portable était ouvert sur le comptoir de la cuisine, affichant ma boîte de réception pleine de notifications. La nouvelle voyageait vite dans notre monde connecté, et plusieurs de mes clients actuels m'avaient déjà contacté après avoir vu des vidéos de l'incident sur les réseaux sociaux. Les images étaient granuleuses et l'audio n'était pas parfait, mais c'était suffisamment clair pour capter les grandes lignes de ce qui s'était passé. Michel a continué à appeler jusqu'à ce que je réponde enfin à 3 heures du matin. Linda, Dieu merci. Où es-tu? Tu vas bien? Sa voix était tendue, épuisée. J'entendais Patricia en arrière-plan demander si j'étais en sécurité. Je vais bien, Michel. Je suis à la maison. Nous devons parler. Tout ça a dégénéré, mais nous pouvons arranger les choses. Papa était juste. Juste quoi? L'interrompis-je. Juste en train de passer une mauvaise nuit? Juste émotif à propos de la retraite? Juste en train de m'appeler accidentellement une honte devant 200 personnes. Michel soupira lourdement. Il avait tort, Linda. Ce qu'il a dit était complètement déplacé, mais tu dois comprendre qu'il a été sous beaucoup de stress avec la transition, et il est inquiet pour l'avenir de l'entreprise. Arrête. Je le coupai de nouveau. Arrête de lui trouver des excuses. Tu le fais depuis toujours, et j'en ai marre. Papa a dit exactement ce qu'il voulait dire. Il pense que je suis une honte. Et honnêtement, Michel, peut-être qu'il a raison. Ne dis pas ça. Tu n'es pas une honte. Tu es talentueuse et réussie. Réussie. Je ris amèrement. Selon qui? J'ai 32 ans. Je loue un appartement d'une chambre et je conduis une Honda de 12 ans. Dans le monde de papa, dans le monde de notre famille, ce n'est pas un succès.
C'est un échec avec un diplôme universitaire. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus, Michel essayant de me convaincre de venir dîner le dimanche pour que nous puissions tout discuter. Mais je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible après ce qui s'était passé. Papa avait tracé une ligne dans le sable, et non seulement je l'avais franchie, mais je l'avais complètement effacée. Au cours des jours suivants, mon téléphone sonnait constamment. Des journalistes du journal local voulaient m'interviewer sur l'incident de la famille Dubois. Des amis du lycée m'ont contacté après avoir vu les vidéos sur Facebook. Même des inconnus commentaient des articles sur l'histoire, débattant si j'étais courageuse ou irrespectueuse. Mais ce sont les appels professionnels qui m'ont le plus surprise. 3 entreprises différentes m'ont contacté au cours de la première semaine, me demandant si j'étais disponible pour des missions de conseil. Apparemment, ma prise de position publique contre la pression familiale avait trouvé un écho auprès d'autres entrepreneurs qui valorisaient l'indépendance plus que la conformité. L'appel le plus intéressant est venu de David Chen, le PDG de Tech Avenir, une entreprise de logiciels en pleine croissance qui tentait de percer sur le marché local. Il avait vu la couverture de la fête de départ à la retraite de papa et avait été impressionné par ce qu'il appelait ma passion authentique pour le travail créatif. Je cherchais un partenaire de conception qui comprenne ce que signifie construire quelque chose à partir de zéro, a-t-il dit lors de notre conversation téléphonique. Quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques et qui n'essaiera pas de nous faire ressembler à toutes les autres entreprises technologiques du marché. Nous nous sommes rencontrés pour un café ce vendredi-là, et j'ai su en moins de 10 minutes que c'était l'opportunité que j'attendais. David était jeune, ambitieux et complètement indifférent aux anciennes connexions ou aux noms de famille. Il se souciait des résultats, de l'innovation et de la création de produits qui aidaient réellement les gens. Je veux vous proposer un contrat de 6 mois pour refondre complètement notre identité de marque, a-t-il dit. Logo, site web, support marketing, tout. C'est un grand projet, plus grand que tout ce que vous avez probablement géré auparavant, mais je pense que vous êtes prête pour cela. Le contrat qu'il proposait valait plus que ce que je gagnais habituellement en une année entière. C'était aussi le genre de défi créatif dont je rêvais, travailler avec une entreprise qui voulait se démarquer plutôt que de se fondre dans la masse. J'ai signé le contrat cet après-midi-là. Pour la première fois depuis la fête de départ à la retraite de papa, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer correctement. Ce n'était pas seulement un nouveau client. C'était la validation que mon travail avait de la valeur au-delà de l'opinion de ma famille. Quelqu'un était prêt à parier beaucoup d'argent sur ma capacité à obtenir des résultats. Ce week-end-là, j'ai commencé à esquisser des idées pour la nouvelle identité de marque de Tech Avenir. L'énergie créative qui avait été supprimée pendant des mois est revenue en force, et je me suis retrouvée à travailler jusqu'à 2 heures du matin, non pas parce que je devais le faire, mais parce que j'étais vraiment excitée par ce que je créais. Maman a appelé ce dimanche-là, sa voix prudente et formelle. Linda, je pense que nous devrions parler. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille du centre-ville, un terrain neutre où aucune de nous n'avait l'avantage du terrain. Maman avait l'air fatiguée, plus âgée en quelque sorte qu'elle ne l'avait été une semaine auparavant. Le scandale avait pesé sur toute la famille. Ton père est désolé, a-t-elle dit sans préambule. Il sait qu'il a mal géré les choses. Est-il désolé, ou est-ce toi qui es désolé pour lui? Ai-je demandé. Le calme de maman se fissura légèrement. Il est trop fier pour s'excuser directement, mais il est malheureux depuis la fête. Il ne voulait pas que les choses aillent aussi loin. J'ai étudié le visage de ma mère, cherchant des signes de remords authentiques plutôt que de gestion de crise. Maman, étais-tu d'accord avec ce qu'il a dit? Elle resta silencieuse un long moment, remuant son café avec une précision mécanique. Je pense que ton père a des idées très précises sur ce à quoi ressemble le succès, et ces idées ne laissent pas beaucoup de place à d'autres définitions. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais c'était la chose la plus proche d'une critique de papa que j'ai jamais entendue de sa part. J'ai eu un nouveau client cette semaine, lui ai-je dit. Un gros contrat qui va tout changer pour mon entreprise. Elle leva les yeux, surprise. C'est merveilleux, ma chérie. Quel genre d'entreprise? Pour la première fois depuis des